Tout pour investir, le déchiffrage. Christian Fantet du magazine Le Revenu, bonjour. Bonjour Antoine. Et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants, bonjour. Bonjour Antoine. On parlait de l'espèce de petit jeu de massacre là, auquel on se livre depuis quelques semaines sur qui va être bousillé par l'IA en gros. Je lisais même ce matin un édito, là, c'était Zero Hedge sur Twitter qui disait, voilà, ça y est, maintenant tout le monde déteste l'IA. Vrai ou pas vrai. Bon, bref, elle fait partie de nos vies, de plus en plus au quotidien, etc. Mais on a l'impression que sur les marchés, il y a eu une telle, je sais pas, je disais crise d'adolescence, là, à pas savoir où on va, à faire un petit peu n'importe quoi, à taper sur tout un tas de secteurs d'un coup, mais de manière monstrueuse, que, ouais, est-ce que tout le monde n'est pas en train de prendre l'IA en grippe, en disant, oui, ça crée de la valeur, et puis en même temps, ça en détruit. Vous avez regardé un petit peu les notes des grandes banques d'affaires américaines pour essayer de trier le bon grain et l'ivraie, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'y comprend plus rien à cette affaire sur les marchés. Qu'est-ce que vous en pensez, Félix ? Vous parliez de crise d'adolescence. Je pense qu'on a passé 2-3 ans à dire que l'IA allait faire Polytechnique, probablement les mines après. Oui. Et en fait, on ne sait même pas si elle va avoir le bac. J'entends par là que... on a fait des énormes promesses sur les gains de productivité et sur toute la technicité, sur toute l'innovation que pourrait apporter l'IA. Aujourd'hui, on voit des choses phénoménales en traitement de données, dans la rapidité du traitement, dans le volume. Mais pour l'instant, on ne fait pas vraiment décoller des fusées et on n'a pas encore guéri les maladies les plus graves. Ouais. Pas encore, parce que j'ai évidemment, comme vous, plein d'enthousiasme et d'espérance. Oui, ça va venir, mais... Mais du coup, la vérité sur l'IA, si on écoute Goldman Sachs, dont vous disiez que j'ai analysé la liste, sa liste buy or sell pour 2026, donc acheter ou vendre, en fait, elle dit la chose suivante. L'IA ne va pas remplacer les softwares. En gros, pourquoi tout le monde déteste l'IA ? Parce que on a cru qu'elle allait dégager tout ce qui avait fait gagner énormément d'argent depuis 5-10 ans, c'est-à-dire le software. C'est ça. Mais en revanche, ça va créer une forte séparation. C'est-à-dire que ceux qui ne font que ce qu'on appelle du workflow automation, c'est-à-dire de l'automatisation des flux, de remplir des choses avec des données chiffrées de manière brute, de manière standardisée, si vous faites que ça, vous êtes mort. Si vous avez une composante avec des données propriétaires, une plateforme qui se singularise et de l'infrastructure, là, vous êtes gagnant. Et donc, en ce sens, Goldman a donc distingué 26 gagnants, 41 perdants. On va faire toute la liste. Ouais, on va regarder. Leur but, je le répète, c'est de dire lesquels vont survivre ou pas survivre à l'IA dans les boîtes de software. Alors, numéro 1, en haut du podium, Microsoft, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime bien la formule, la tech c'est un jeu où Microsoft gagne toujours à la fin. Ouais. Microsoft était dans le top 5 des capitalisations il y a 25 ans, c'est toujours le cas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une partie d'OpenAI, ils ont une énorme partie d'infrastructure cloud et IA avec Azure qui a une croissance de 39% sur le dernier trimestre. Donc, quelles que soient les promesses de l'IA, cette division-là, cette activité-là leur fait gagner de l'argent. Et puis, ils dépensent vraiment, ils ont énormément de trésorerie pour investir sur leur infrastructure IA. Donc, même si c'est une énorme boîte de software, Microsoft, elle est plutôt sereine. Je dirais la même chose de Alphabet, qui est le numéro 2 dans la liste de Goldman Sachs, donc Google. Mais là, pour une autre raison. Google, c'est des marques formidables. Vous avez donc le Search, Google Search, vous avez Gemini pour l'IA, qui est quand même vraiment impressionnant. YouTube, qui est la base de données la plus importante du monde dans les contenus, qui est absolument irremplaçable. C'est pas une source de data, ça, oui. Donc en fait, là, Goldman dit pourquoi on met Google en 2 ? Parce qu'ils ont des moats, c'est-à-dire des fossés infranchissables, comme dirait Warren Buffett, dans presque toutes leurs grosses activités. On ne peut pas faire la concurrence à Google immédiatement, mais avec tout l'argent du monde. D'ailleurs, Apple fait appel à eux pour bricoler leur IA. Oui, malheureusement, l'IA d'Apple, c'est pas encore au rendez-vous. Est-ce qu'ils sont destinés à ça ? Bon, ça reste une question. Non, Apple, c'est du consumer, c'est des téléphones de luxe. C'est des beaux téléphones, ils savent très bien le faire. Voilà. Puis en numéro 3, vous avez Oracle. Oracle, pourquoi ? Parce que déjà, ils rassurent énormément, même si c'était du software au début. Ils ont 523 milliards de dollars de carnet de commandes. Donc, une boîte qui a autant de backlog devant elle, elle est rassurante. On est d'accord, mais il est gonflé le pari de Goldman Sachs parce que c'est précisément sur Oracle que se sont fixées énormément d'incertitudes, et en particulier le système de financement un peu en circuit fermé. Oui, mais Oracle, comme pour Microsoft, comme pour Google et comme pour toutes les boîtes qui géraient d'énormes bases de données, ils se sont rendus compte qu'avec des serveurs de bases de données, ils pouvaient dupliquer et donc devenir des acteurs importants du cloud.
de la base de données et du champ de serveur au cloud, il y a un pas technique qu'il faut franchir, mais qu'ils avaient les moyens financiers de franchir. Et c'est pour ça que les hyperscalers sont devenus les plus gros acteurs du cloud. Donc je comprends la logique. C'est vraiment les trois gagnants. Maintenant, du côté des... Alors, il y a toujours sur la même logique, dans la cybersécurité, vous avez CrowdStrike et Palo Alto, qui sont en fait... c'est tellement complexe et c'est tellement sophistiqué comme architecture technologique que là, le fossé, en fait, votre avantage, il est purement technique. Personne ne peut faire la concurrence à des outils pareils. Snowflake aussi, dans les gagnants. Alors Snowflake, c'est grâce à une tarification, personne ne fait ça, mais ils ont une tarification séparée. Soit vous louez à l'espace, soit vous louez à la puissance de calcul. C'est toujours du cloud, cloud de gestion de projet. Et puis le dernier, c'est Palantir. Palantir, peut-être c'est survalorisé, mais Palantir a des contrats avec énormément d'États occidentaux de très long terme et ils ont une intégration vraiment très profonde. Donc, se priver de Palantir, il n'y a pas de concurrence, c'est compliqué. On passe aux losers, comme disent les Américains. Alors, il y a Salesforce dedans. J'allais vous dire, mais c'est un groupe maudit, Salesforce, parce que ça fait des années et des années qu'ils n'arrivent pas à gagner de la valeur, justement, avec toutes les solutions qu'ils offrent. C'est effrayant. Et avec l'IA, ça va être encore moins le cas, finalement. Ça correspond au monde des SaaS, des software as a service, un peu au monde d'avant. C'est-à-dire que Salesforce, je l'utilise au quotidien, c'est très pratique. Mais tout le monde l'utilise pour envoyer des mails, pour le CRM, pour analyser des leads, etc. Et avoir des outils marketing. Le problème, c'est la facturation. C'est le modèle. Salesforce facture à l'utilisateur, donc l'employé, le commercial, le dirigeant. Mais il y a une grande partie de ces tâches qui sont faites avec les outils de Salesforce qui sont automatisables et que si l'IA peut les automatiser demain, eh bien, Salesforce perdra des points de facturation, des débouchés de facturation. Et en plus, Salesforce développe sa propre IA. Donc, ils sont en train de manger eux-mêmes ils sont en train de se manger eux-mêmes, oui. Voilà. Et dans la même logique, vous avez Intuit qui est hyper connu pour ses systèmes de comptabilité et de fiscalité. Le problème, c'est que remplir une feuille d'impôt ou remplir un livre de compte, ça paraissait compliqué il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est extrêmement rapide. Il n'y a qu'à voir la télétransmission, ça se fait de manière automatique. Il n'y a pas des gens des impôts qui le font à la main. Donc, si aujourd'hui, on pouvait le faire sans l'IA, imaginez ce que ça va donner avec l'IA. Donc, et tous les outils en fait, de workflow automation, d'automatisation des process de travail uniquement chiffrés, sans grosse valeur ajoutée. Donc, tous les Workday, les DocuSign, etc., Monday.com, tout ça, selon Goldman Sachs, pas selon moi, va passer à l'as. Bon, Christian Fontaine, cette espèce de top et flop de ce que peut disrupter ou pas disrupter l'IA, vous êtes d'accord ou vous étendriez ça aussi à d'autres secteurs ? Alors, les investisseurs sont en stress, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. En fait, tout le monde se demande s'il détient le mistigris, à savoir la valeur qui va annoncer ses résultats 2025 et qui va perdre 10, 15, voire 20% dans la journée. Après ça, l'une des stratégies, effectivement, est d'essayer de voir quels seront les gagnants et les perdants, je dirais, de l'IA. Lorsque vous regardez, en fait, les grandes entreprises qui, depuis 20 ans, ont quasiment disparu, les Kodak, les AOL, les Nokia, les Alcatel, etc., vous vous rendez compte que c'est très difficile, en fait, de prévoir quels seront les gagnants et les perdants de grandes mutations technologiques comme l'IA. Surtout qu'il y a des losers et des vieux de la vieille qui valaient plus rien, qui se sont refait une deuxième vie, alors grâce à l'IA, mais avant ça, grâce à d'autres pivots de transformation. Donc, on peut estimer que tout est possible aussi. Alors, tout est possible, les choses sont complexes et globalement, l'environnement est quand même très incertain. Dans cet environnement, le revenu, sauf si vous êtes un investisseur excessivement averti, le conseil, c'est plutôt de chercher des protections. Donc, vous avez la protection offensive et la protection vraiment défensive. La protection offensive, c'est vous positionner plutôt sur des ETF, sur des indiciels. Pourquoi ? Parce que vous savez très très bien que quel que soit le nom des vainqueurs difficiles à deviner, le Standard & Poor's 500, voire les indices sur le Nasdaq progresseront au cours des 10, 15 ou 20 prochaines années. Parce que prétendre le contraire, c'est affirmer que globalement et dans leur ensemble, les plus grandes entreprises du monde vont perdre de l'argent sur des durées aussi longues, ce qui est très, très improbable. Et puis après ça, vous avez la vraie protection, et la vraie protection aujourd'hui, bien sûr, lorsqu'on est épargné en français, c'est l'assurance vie
vie en euros. On ne le répéterait jamais assez. Vous savez, ça fait 20 ans que tout le monde annonce la mort de l'assurance vie en euros. L'assurance vie en euros n'a jamais autant collecté. Là, on est en période d'annonce, en fait, même de fin de période d'annonce des taux 2025. Ils ont été excellents. Hein. Les contrats primés par le revenu, les garances, Acte Épargne 2, RES, Multisupport, Carac, etc., ont tous gagné plus de 3%, voire plus de 3,5%, autour de 15% sur 5 ans. Donc, ce n'est pas, dans cette période actuelle d'incertitude, et là, j'insiste, se constituer une poche de liquidité, renforcer ces liquidités autour de 15, 20, 25%. Ça dépend les portefeuilles prudents ou équilibrés du revenu, mais on est entre 15 et 25%, à la fois pour protéger son portefeuille en cas de coup de grisou et à la fois pour saisir les opportunités. Ça semble un bon pari. Oui, au revenu, on croit dans la tech. Maintenant, pouvoir affirmer haut et fort que c'est telle ou telle société qui sera gagnante dans le long terme, encore une fois, il faut regarder dans la durée, c'est quand même sacrément compliqué. C'est-à-dire que quand on voit ce que ça donne dans la tech américaine où précisément les vieux noms font leur grand retour et profitent de l'IA, que ce soit Microsoft, que ce soit Intel, etc., c'est valable aussi pour les supports d'investissement. Il y en a qui vont nous aider à résister à tout ça. Bien sûr, mais regardez même aussi la tech en France, de ce que c'est ici de l'Atlantique. Enfin, on s'est vu il y a 8 jours, Dassault Systèmes, moins 30%, ça est en 8 jours. Il y a 2 ans, c'était une valeur de croissance incontournable dans tous les portefeuilles. Et puis ça reste quand même une très très belle société. Donc, je dirais oui au stock picking, mais à condition vraiment d'être un épargnant excessivement averti. Félix Baron. Mais je suis d'accord avec ce que dit Christian, c'est très difficile de déterminer. Et le marché est dans une telle euphorie, une telle fièvre, le déséquilibre mondial, le nouveau désordre mondial est tel que j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas dans le Far West, mais presque, et que c'est le temps de se poser des questions de base très simples. Quelles sont les valeurs qui seront indispensables demain ? Et je parlais beaucoup d'IA et de tech, je ne sais pas si on peut vivre sans l'IA ou la tech, mais ce dont je suis sûr, c'est que même s'il y a des robots et des IA qui remplacent tout ce qu'on fait et qui présenteront l'émission à notre place dans 15 ans, il faudra de l'énergie pour faire tourner tout ça. Il faudra de l'énergie pour faire tourner tout ça, donc je suis très enthousiaste sur le secteur de l'énergie, pas seulement le renouvelable, mais aussi l'intelligence électrique. L'intelligence électrique, et c'est les Schneider qui est français. Et on a, aussi les circuits de refroidissement, mais de manière plus basique pour faire tourner les data centers, pour faire tourner toute cette somme de technologies, il faudra du pétrole, du nucléaire, du gaz. Évidemment, le plus vers une transition verte possible, si c'est le souci de tout le monde. Mais je pense que c'est bon aussi de faire des paris de long terme en ce moment en se disant, si je fais ça, je ne prends pas de risque. Très peu. Bon, au milieu de tout ça, vous y croyez aux dictons boursiers, aux superstitions, Félix ? Le seul auquel je m'attache, c'est que généralement, le mois de janvier donne le ton pour l'année. Ouais, bon. Vendredi 13, ça marche en bourse, Christian Fontaine ? Alors pourquoi parler du vendredi 13 ? Parce qu'évidemment, vendredi dernier, c'était le 13. Alors regardons en fait les statistiques pour nous baser sur des chiffres. Donc le vendredi dernier, le CAC 40, 13 février, a perdu 0,35%. Alors si on remonte un tout petit peu dans le temps, le vendredi 13 précédent, c'était le 13 juin 25, moins 1,04, 13 décembre 24, moins 0,15%. Alors attention quand même à ne pas en déduire une conclusion un peu trop hâtive donc, sur la malédiction du vendredi 13, parce que ce jour-là, les investisseurs continuent à trader, la vie économique continue à tourner, et lorsque vous regardez les statistiques sur le plus long terme, notamment sur 10 ans ou depuis en fait la naissance du CAC 40, vous vous rendez compte qu'il y a davantage de séances en hausse, de séances en bourse en hausse le vendredi 13 que de séances en bourse. Sur les 10 dernières années, puisqu'on a regardé au revenu de façon plus précise sur les 10 dernières années, 70% de séances en hausse, et quand il y a des baisses, les variations ne sont pas non plus très importantes. Donc il n'y a pas de panique. Je dirais une vigilance, surtout en 2026, puisqu'en 2026, il y a, alors selon les années, il y a entre 1 et 3 vendredis 13. Cette année, on a tiré le jackpot, puisqu'on a le droit à 3 vendredis 13. Donc il y a un vendredi 13, le 13 mars, et puis le 13 novembre. Voilà, on va voir tout ça, ce que cela donne. C'est
pas forcément, vous savez, le conseil du revenu dans ces périodes agitées, c'est plutôt buy and hold, donc on achète et on conserve pour le long terme, donc on ne s'amuse pas à sortir du marché la veille, donc alors d'un vendredi 13 pour y revenir Ça vaut mieux. le lundi matin qui suit, ça me paraît excessivement compliqué et hasardeux. Et puis mon adage préféré, c'est sans doute, en tout cas ces dernières années, c'était assez vrai, sell in May and go away. Alors c'est pas forcément dire qu'il faut le faire, mais c'est vrai que souvent l'hiver est quand même meilleur en bourse que le l'été. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas.